Merci beaucoup de nous avoir rejoints donc sur cette scène. Donc première table ronde sur EMR, des filières compétitives au service de l'industrie et de l'emploi. Monsieur Ball en a parlé dans son introduction. C'est très important la compétitivité de ces filières. Et parmi les énergies marines renouvelables, certaines ont déjà connu une baisse des coûts spectaculaire ces dernières années en Europe. Et en particulier, on pense à l'éolien en mer posée, conduisant même un certain nombre de pays à revoir à la hausse leurs ambitions de développement. Et l'appel d'offres éolien en mer de Dunkerque n'a pas encore livré son résultat, mais comme disait monsieur Ball, il y a des indiscrétions qui ont déjà fuité. Et chacun s'accorde à dire que le prix du mégawattheure proposé par les candidats sera très, très compétitif. Donc, Béatrice Buffon, vous êtes directrice des énergies marines renouvelables d'EDF Renouvelables et présidente du pôle éolien offshore du syndicat des énergies renouvelables. Votre entreprise le démontre, l'éolien en mer est devenu une ambition internationale. Et vous êtes impliqué en France à Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles-sur-Mer pour les trois parcs français. Vous êtes aussi impliqué dans un projet d'éolien flottant qui s'appelle le projet Provence Grand Large. Et vous êtes candidat ici aussi à Dunkerque. Et vous avez une implication à l'étranger, au Royaume-Uni, où vous exploitez 2 parcs, si je m'abuse. Vous êtes aussi en Asie et aux États-Unis. Alors, au-delà des objectifs de chaque pays pour décarboner sa production d'énergie, l'éolien en mer s'est imposé sur la planète par la baisse spectaculaire de son coût. Alors, il y a un indicateur qui circule dans la filière pour matérialiser cette baisse, c'est le LCOE. En la traduction française, ça donne coût actualisé de l'énergie, qui prend à la fois les dépenses d'investissement, qui sont les CAPEX, et les dépenses de maintenance, qui sont les OPEX. Et selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'éolien, ce LCOE a été divisé par 2 en 6 ans. Et la France, qui n'a pas construit, elle, de parc éolien en mer, devrait démontrer, donc, avec cet appel d'offres de Dunkerque, que la technologie est très compétitive. Alors, Béatrice Buffon, comment cette baisse des coûts a-t-elle été rendue possible, divisée par 2 en 6 ans? Quels ont été les leviers de cette baisse? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être ici à Dunkerque pour ces nouvelles assises. Alors, ces baisses de prix, donc ces baisses de prix, on l'a évoqué, sont permises par d'abord une grande maturité de la filière qui aujourd'hui a installé 22 000 mégawatts dans le monde, dont 18 000 en Europe, 22 000 dans le monde. En Europe, ça fait plus de 4 000 éoliennes installées en mer. Donc tout cela a permis évidemment d'atteindre une très grande maturité technique et industrielle et de beaucoup mieux maîtriser les risques liés à ces parcs en mer. Alors, les technologies évoluent, on va en reparler au vu des participants autour de moi, mais évidemment, l'augmentation de la puissance des éoliennes est un facteur de baisse de prix. On est parti en France, 6 à 8 mégawatts sur les premiers parcs. Aujourd'hui, on voit des 9-10 mégawatts et les turbiniers, plusieurs turbiniers, annoncent des gammes de 12 à 13 mégawatts qu'ils vont commercialiser dans les prochaines années. Avec cette augmentation de puissance, va également une taille plus importante des parcs, donc des effets d'échelle, puisqu'on voit des parcs au-dessus de 500 mégawatts, voire jusqu'à 1 gigawatt maintenant, se développer en Europe. En plus de l'évolution des technologies, l'exploitation maintenance, on l'a vu ces dernières années, a largement évolué. On a développé des outils et un savoir-faire, à la fois en optimisant les turbines et la stratégie de maintenance, qui permet d'atteindre un très bon niveau de disponibilité des machines en mer, qui en plus bénéficient d'un vent fort, et d'étendre leur durée de vie jusqu'à 30 ans en optimisant leur maintenance. Donc tout ça est évidemment un facteur entre les technologies, l'exploitation maintenance, extrêmement favorable à la baisse des prix. En France, on peut peut-être ajouter, ça a été largement évoqué en introduction, le fait qu'on a parcouru un certain chemin. Il y a eu les 2 premiers appels d'offres. Ils ont permis
en accompagnant finalement le développement des premiers projets, de lancer la construction d'usines à Saint-Nazaire, à Cherbourg, bientôt au Havre, de développer l'ensemble de la supply chain et donc des PME, de permettre une vraie montée en puissance industrielle des acteurs français, d'investir lourdement dans les infrastructures portuaires. Et c'est tout cet entraînement, cette montée en puissance qui vont permettre aux prochains projets aussi d'en bénéficier et de baisser les prix sur les projets français à venir. On a vu le même cheminement dans les pays européens. Alors, comme on s'y met un peu plus tard en France, on va voir les prix baisser plus vite, mais c'est le même cheminement avec effectivement toute une filière industrielle à créer pour atteindre une baisse des prix qui arrive avec l'appel d'offres de Dunkerque et les suivants. Comme disait M. Ball, on est dans les mêmes fourchettes de prix que les parcs qui vont se monter au Royaume-Uni. On est sur les 2 premiers appels d'offres dans les mêmes fourchettes de prix suite à la renégociation qui a eu lieu l'année dernière. On est dans les mêmes fourchettes de prix que les parcs qui se construisent au Royaume-Uni ou en Allemagne. On est exactement équivalent. Et alors, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que ces premiers appels d'offres, au-delà de la filière industrielle, ont permis aussi de faire mûrir très largement le contexte réglementaire français. Pour le bien de tous, là aussi ça a été évoqué, mais c'est vrai que c'est très important pour la compétitivité de la filière en France. On a tous appris en marchant, et cela a permis un travail très approfondi avec les services de l'État, qui ont œuvré de façon très positive ces dernières années, avec notamment la loi ESSOC, avec la réduction du nombre d'échelons pour les recours, qui vont permettre sur les prochains projets d'avoir moins d'autorisation, des permis enveloppes, une plus grande flexibilité. De même sur le raccordement, où petit à petit, les règles se sont mises en place avec RTE sur les premiers projets. Et tout ce retour d'expérience accumulé a permis d'alimenter une évolution des règles pour les futurs appels d'offres. Donc il y a vraiment eu un apprentissage réglementaire et des services de l'État et des acteurs pour aller vers quelque chose de plus compétitif. Et M. Ball l'a évoqué, que le Conseil d'État devienne l'organe de premier et dernier recours, c'est une demande de la filière? Oui, notamment. Je pense que sur les recours, il y a encore effectivement du travail à faire, même si beaucoup a été parcouru, puisqu'aujourd'hui on va en cours d'appel, les délais en cours d'appel sont de moins d'1 an, mais il y a encore d'autres voies de progrès, celles que vous évoquez, et éventuellement à travailler sur l'intérêt à agir des associations, sur un certain nombre de modalités techniques qui permettront d'accélérer les choses pour les prochains projets. Dans la présentation de M. Ball, ça a été évoqué, mais voilà, la filière demande, et les régions littorales sont partenaires aussi des demandes de la filière, à savoir une programmation pluriannuelle de l'énergie plus ambitieuse et obtenir des volumes, mais aussi une régularité dans les appels d'offres de la PPE. Alors, est-ce que ça joue et comment ça joue sur la compétitivité de l'éolien en mer? Effectivement, et vous voyez derrière moi une slide qui représente donc la version initiale de la PPE et le projet proposé et poussé par le syndicat des énergies renouvelables qui souhaite éviter des trous, des creux qui sont pénalisants pour la filière et qui plaident pour une régularité et des volumes. Ce qui fait que sur la période de la PPE qui s'ouvre, on a collectivement plaidé pour ajouter 2 appels d'offres posés et 2 appels d'offres flottants pour permettre une régularité. Le posé, on l'a dit, est aujourd'hui compétitif et donc il nous paraît intelligent et pertinent pour nous tous de pousser plus avant cette filière. Il y a encore beaucoup de zones qui existent en France et de se donner les moyens sur le flottant de lancer cette filière avec des étapes progressives, des premiers projets à 250 MW, puis 500 MW et ainsi de suite. Donc on plaide pour plus de volume et plus de régularité parce que c'est ça qui donne de la visibilité aux industriels. C'est ça qui permettra de pérenniser les emplois en France plutôt que par à-coup où il y a un gros volume qui arrive, puis un trou de plusieurs années et ensuite on est dans l'expectative. Et quand on voit les projets industriels très ambitieux sur le territoire français associés à ces parcs-là, c'est une opportunité pour les remplir, pour créer des emplois, mais aussi pour les pérenniser dans le temps. Très bien, merci Béatrice Buffon. Dominique Monniot, donc vous êtes directeur développement énergie marine renouvelable d'Engie Green France.
Engie en France, là encore, ce sont les projets donc, de parcs éoliens en mer de Diable-Tréport, de Yeux-Noirmoutier. Vous êtes vous aussi impliqué dans le flottant avec le projet du Golfe du Lion et vous êtes candidat à l'appel d'offres de Dunkerque. Et Engie a annoncé tout dernièrement là, son alliance avec l'énergéticien portugais EDP afin de créer une co-entreprise à 50-50 dans l'éolien en mer posé et flottant. Alors, en tant que développeur de projet, sur cette question de la compétitivité, en tant que développeur de projet, quels sont vos leviers pour accroître cette compétitivité de l'éolien en mer posé? Alors, bonjour à tous, je suis très heureux également d'être là pour participer à cette table ronde qui fait vraiment écho d'ailleurs au contrat stratégique de filière nouveau système énergétique dont Jean-Louis Ball a parlé, dont je reparlerai plus tard. Et donc, par rapport à la question posée, je voulais préalablement dire 2 mots sur la compétitivité des énergies renouvelables qui est aujourd'hui une réalité. Et donc, cette réalité va changer le secteur de l'énergie. Et on le voit avec... D'ailleurs, ça va tellement changer le monde de l'énergie que chez Engie, on parle plus de révolution énergétique que de transition énergétique. Donc aujourd'hui, l'éolien, le photovoltaïque et donc l'éolien en mer également sont devenus compétitifs, ce qui change fortement la donne dans le contexte des politiques énergétiques, aussi bien en France que dans de nombreux pays. Et on a également, du fait de cette nouvelle compétitivité, des attentes des consommateurs, aussi bien industriels que particuliers, pour consommer des énergies renouvelables. C'est sûr qu'il y a une question d'image, mais il y a également une question plus pragmatique de la part des industriels pour sécuriser sur le long terme le prix de leur énergie. Et on voit que ce qu'on appelle les corporate PPA commencent à arriver en France et se développent déjà dans beaucoup de pays. Donc, je voulais dire ce premier point sur la compétitivité de l'éolien en mer. Le deuxième point, c'est, par rapport à la question posée, la compétitivité, quels sont nos leviers? Je ne vous donnerai pas les secrets, évidemment, industriels, mais les grands principes. On a pu le pratiquer à différentes occasions, donc je pourrais citer les appels d'offres creux sur les centrales au sol, sur lesquels Engie a remporté 20% des projets mis en compétition. Également, donc l'appel d'offres éolien en mer du round 2, où on a gagné les 2 projets. Et plus récemment, on a pu gagner un projet à 65 € le mégawattheure en Écosse avec notre partenaire EDP. Je crois savoir que c'est c'est un projet à 65 € qui inclut le raccordement. Voilà. Souvent on parle hors raccordement, là c'est donc un projet également très compétitif qui contient également du contenu local. Donc là aussi j'y reviendrai, on peut faire du compétitif et du contenu local. Alors les leviers, donc pour nous ils sont de 4 ordres pour améliorer la compétitivité des projets. Donc Béatrice Buffon en a parlé, donc c'est d'ordre technologique, on bénéficie évidemment de toutes les avancées technologiques liées aux nouvelles machines et également aux améliorations des techniques pour poser les éoliennes en mer. Et encore faut-il qu'on puisse en bénéficier jusqu'au moment où on décide d'investir. Et donc là, c'est vrai que la loi ESSOC avec le permis enveloppe, c'est vraiment une grosse avancée, mais je pense que ça se fait sentir ça sera senti dans le projet de Dunkerque, puisque c'est bien d'avoir des avancées technologiques. Encore faut-il qu'on puisse en disposer au moment où on fait la décision finale d'investissement et ne pas être enfermé avec un permis devenu un peu obsolète ou trop contraignant. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, d'ordre commercial. Donc évidemment, on discute avec nos fournisseurs, on essaye on capitalise sur l'ensemble des projets. C'est le sens de la joint venture annoncée avec EDP d'avoir une massification de nos achats pour permettre d'obtenir les meilleures conditions commerciales et de bien préparer les appels d'offres dans le détail pour évacuer au mieux les risques et en se projetant comme si on était à la veille de lancer la construction. Donc ça, c'est la négociation commerciale qui permet également de faire baisser les prix. Le financement est également important, c'est quand même une des grosses composantes du prix qu'on pourra proposer. Donc, c'est de l'ingénierie financière, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais c'est quelque chose auquel on est relativement habitué. Financement et assurance aussi qui ont largement baissé ces dernières années et qui ont fait beaucoup baisser, non, je pense, le coût.
Oui, alors les assurances, comme on l'a dit, on bénéficie de tout le retour d'expérience des 18 000 mégawatts implantés en Europe du Nord. Donc effectivement, c'est quelque chose qui fait moins peur aux assurances. Et le financement également, on a gagné en maturité et on a aussi des dispositifs plus innovants pour financer les projets en limitant les risques et donc pouvoir baisser le coût proposé. Et le dernier point, c'est d'ordre partenarial. Donc évidemment, le projet dont on parlait de joint venture avec EDP, d'avoir des bons partenaires pour adresser différents marchés, c'est quelque chose qui permet de mutualiser des compétences, un ensemble de projets pour avoir des meilleures conditions de la part de nos fournisseurs. Comme je le disais en introduction, vous portez aussi le projet de ferme expérimentale dans le golfe du Lion. Alors là, il y a une question toute simple, c'est la PPE, justement, qu'on a vu, elle a mis un prix cible sur le premier appel d'offres pour l'éolien flottant, et elle a dit le prix cible sera de 120 € le mégawattheure pour les 250 mégawatts programmés en Bretagne. On sera en 2021, hein, l'attribution est prévue en 2021. Pensez-vous concrètement que l'objectif de 120 € le mégawattheure pour du flottant sur 250 mégawatts en Bretagne en 2021, c'est atteignable? Alors, avant de répondre à la question, je voulais dire que nous croyons beaucoup chez Engie à l'éolien flottant. Vraiment, c'est une technologie dont on pense qu'elle va rejoindre, comme ça a été dit, le poser d'ici 10 ans. Si possible en France, avec une PPE revue à la hausse sur le flottant et qui permettra à la France de se positionner en leader. Mais ça arrivera tôt ou tard, et en France, ou pas en France, mais on espère évidemment que ça se fera en France. Et à ce sujet, donc, nous y croyons. Un des exemples, c'est que nous allons mettre en service là, à l'automne le deuxième projet pilote flottant au monde, donc au large du Portugal, avec Windfloat Atlantique. Windfloat Atlantique, avec toujours nos partenaires d'EDP. Et c'est la preuve de notre engagement dans cette technologie. On veut se positionner dès à présent. Et pour répondre à votre question, donc, je dirais sur le principe que c'est oui, mais avec néanmoins des attentes sur des points qui restent à préciser pour répondre précisément, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 120 €, on ne connaît pas encore les conditions. Donc par exemple, le cahier des charges, il faudra devra préciser certains points. Il devra évoluer, ce cahier des charges, par rapport à celui qui existe aujourd'hui pour l'éolien en mer Cause? Disons qu'a priori, il sera issu d'un dialogue compétitif qui sera donc adapté à la zone et à la technologie. Donc il sera certainement amené à évoluer au moins à la marge par rapport à ce qui est déjà le cas pour Dunkerque, c'est un dialogue compétitif. Voilà, il y aura le même processus, et donc il y aura peut-être des choses différentes de ce qui a été proposé sur Dunkerque. Donc voilà, difficile de répondre fermement sans avoir le cahier des charges sous les yeux. Également, il faut connaître le site en détail, les conditions de eau, le sous-sol, etc. Donc là aussi, l'importance de faire des bonnes études en amont par l'État pour fournir aux compétiteurs les meilleures données, et on pourra baisser le prix d'autant plus facilement. Et enfin, on en a parlé, mais effectivement, le projet final de PPE, donc qui n'est pas lié directement à ce premier appel d'offres, ça pourrait permettre de faire baisser le prix, donc d'atteindre plus facilement cet objectif, si on a une visibilité et une vision sur la suite, puisque on comprend bien que les investissements, s'ils sont réalisés pour plusieurs projets, en ayant une bonne connaissance des projets qui arrivent derrière de façon certaine, on les amortit sur plusieurs projets, non pas sur le premier projet tout seul. Voilà, donc ça la réponse, elle est oui, avec quelques précautions quand même. Des éclaircissements nécessaires quand même pour se prononcer définitivement. Merci, Monsieur Monniot. Julien Pouget, vous êtes directeur de la filière renouvelable de Total. Donc, on connaît Total pour son ancrage dans l'oil and gas. Mais le groupe est aussi impliqué dans les énergies renouvelables. Vous m'avez rappelé que ça faisait plus de 40 ans que vous étiez impliqué dans les énergies renouvelables. Vous êtes présent dans l'éolien terrestre, mais surtout dans le solaire, au travers de SunPower. Et vous portez pour cette technologie un objectif de 10 gigawatts en France dans 10 ans. Et vous vous êtes fixé d'ici 2022 d'atteindre 7 gigawatts de renouvelables dans le monde.
Et avec l'appel d'offres de Dunkerque, Total se lance désormais dans l'éolien en mer. Vous êtes candidat au sein d'un consortium. Et question toute simple, pourquoi Total s'est-il décidé maintenant à devenir un acteur de l'éolien en mer posé? Merci. Alors d'abord, effectivement, comme mes collègues, je suis très heureux d'être à Dunkerque pour parler du sujet notamment de l'appel d'offres de Dunkerque, mais plus généralement de l'éolien en mer. Dunkerque, c'est une ville, c'est un territoire qui est très important, qui est au cœur du groupe Total. On a une activité industrielle depuis extrêmement longtemps sur ce territoire et on poursuit nos activités, j'en reparlerai un peu plus tard. Et donc c'est un territoire qui est très important pour nous. Alors peut-être merci d'abord d'avoir rappelé que le groupe est dans les renouvelables depuis plus de 40 ans. Dans le solaire, tout d'abord, on a fait en 2011 une belle accélération avec l'acquisition de SunPower. Et puis en 2016, fin 2016, on a décidé d'accélérer dans le développement de projets, d'abord solaire, puisque c'était de là qu'on venait, et puis progressivement d'éolien terrestre, et puis aujourd'hui, et j'en reparlerai dans un instant, de l'éolien en mer. Et c'est un des éléments fondamentaux, ce développement des énergies renouvelables pour le groupe Total, de notre ambition qui est de devenir la major de l'énergie responsable. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être la major de l'énergie responsable? Ça veut dire être en capacité de délivrer, de fournir une énergie qui soit à la fois propre, qui soit abondante et qui soit abordable. Et alors, ce dernier point, enfin, ces 3 points expliquent un petit peu notre parcours sur l'éolien offshore, puisque bon, il est évident que l'éolien offshore, c'est propre, c'est pas carbone. Il est aujourd'hui très clair que ça fonctionne, que c'est une technologie qui délivre par rapport aux autres renouvelables beaucoup plus d'énergie au mégawatt, donc c'est un des éléments importants. Donc ça produit à peu près entre 40 et 60% du temps, donc c'est un élément évidemment qu'on a pris en compte. Et puis aujourd'hui, notre analyse, et je pense qu'elle sera largement confortée par les résultats de l'appel d'offres de Dunkerque, c'est aujourd'hui, après des débuts à des prix quand même, des LCOE très, très élevés, aujourd'hui cette filière devient abordable, c'est-à-dire qu'elle se compare parfaitement aux autres moyens de produire de l'électricité. Ça a été déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui, et c'est un élément important qui motive notre entrée dans ce secteur. Donc voilà la raison pour laquelle on a décidé récemment de rentrer, et on s'est dit, bon, on connaît bien Dunkerque, on s'est dit aussi, on connaît bien l'offshore en général, mais l'éolien offshore, on a évidemment beaucoup à apprendre. Alors comment aborder ce projet ? Et alors comment aborder ce projet? On s'est dit on va s'allier avec d'une part Elisio, qui était sur le projet depuis le début et donc qui connaissait parfaitement les arcanes de ce territoire et de ce projet. Et puis après, on est allé voir Ørsted, qui est quand même le leader mondial de l'éolien offshore, et on s'est dit qu'on allait construire un consortium ensemble qui cumule notre connaissance du territoire, quelques-uns de nos atouts, je pense, la connaissance parfaite de ce projet par Elisio, et puis les capacités, je pense, assez reconnues d'Ørsted dans le domaine de l'éolien marin, et c'est pour ça que nous avons décidé de remettre cette offre. On a essayé de remettre la meilleure offre qu'on était capable de faire, mais qui soit robuste, évidemment, parce qu'il faut ensuite construire ces projets, il faut les construire à des conditions économiques qui sont évidemment serrées, mais qui soient viables. Et voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et avec non seulement un projet d'éolien marin, mais un projet d'éolien marin, c'est aussi un projet pour le territoire et avec le territoire. Justement, sur le contenu d'un développeur, qu'est-ce qu'un développeur? Dans le cadre général, on ne va pas forcément parler que de Dunkerque, mais on peut parler de Dunkerque, mais généralement, un développeur, qu'est-ce qu'il peut amener sur un territoire comme emploi, concrètement? Alors, nous, on connaît le développement dans le domaine des renouvelables, on connaît aussi le développement dans le domaine de l'oil and gas, donc c'est vraiment des sujets qui sont finalement assez communs. La relation avec le territoire est très forte. Quand on se lance sur un projet comme celui de Dunkerque, ou des projets solaires, ou des projets éoliens terrestres, en fait, mais je pense que c'est encore plus vrai pour des très grands projets, comme les projets éoliens offshore. On construit une relation de plus de 40 ans avec un territoire. Donc elle se travaille, cette relation.
chacun doit y mettre du sien. Et donc c'est quelque chose qu'on fait traditionnellement sur nos projets pétroliers, sur nos projets gaziers et évidemment sur nos projets renouvelables aujourd'hui. Alors si je prends, puisqu'on est à Dunkerque, je parle encore un instant de Dunkerque, mais il se trouve que dans notre relation avec le territoire, on a mis en place un centre de formation sur notre site de Dunkerque, et notre idée, c'est, dans le cadre de ce projet, d'amener avec nos partenaires ce centre à devenir un centre d'excellence, peut-être le centre d'excellence français dans le domaine de la formation pour l'éolien offshore. Donc c'est ce type de contact, de lien avec le territoire, au-delà des questions évidemment d'emploi local, des questions de travailler avec le tissu économique local. C'est ce genre de relation qui nous paraît importante pour, à long terme, contribuer à ce que la relation entre le territoire et le projet soit une relation qui soit gagnant-gagnant et qui, en tout cas, fonctionne dans tous nos projets aujourd'hui. Et je suis persuadé que l'ensemble des candidats a le même type d'approche. Justement, pour avoir une certaine équité entre tous les candidats, j'ai 3 développeurs. Chacun d'entre vous amène du contenu local dans son projet. C'est important quand on veut candidater sur un territoire d'amener du contenu local. Béatrice Buffon ou Monsieur Monniot, comme vous voulez. Oui, c'est extrêmement important pour ces projets qui sont des projets longs, qui s'inscrivent dans la durée, qui sont très structurants pour les territoires. De notre côté, alors je prends ma casquette EDF Renouvelable, effectivement, on a, vous le citiez au début, développé 3 projets. Et pour chacun de ces projets, Saint-Nazaire, Fécamp ou Courseulles, on a dédié des équipes à la concertation territoriale, à la concertation avec le tissu économique local, parce que là, il faut absolument rencontrer les PME très tôt dans le projet pour pouvoir les associer à la réalisation du projet. Il y a beaucoup de sujets sur la formation et l'insertion. Et là aussi, il est important de pouvoir être présent sur le territoire, rencontrer les acteurs de l'insertion et de la formation pour définir ensemble ce qui peut être fait dans le cadre du projet. Dans le cadre de l'exploitation et maintenance de ces projets, on crée une centaine d'emplois sur toute la durée de vie. Et donc, dans le cadre de ces 3 projets issus de l'AO1, on a travaillé avec les acteurs locaux pour définir les emplacements de ces équipes et tout ce qu'il fallait en service pour faire fonctionner ces entités d'exploitation-maintenance. Et donc, toute cette expérience-là, qui s'est effectivement déroulée sur un certain nombre d'années sur l'AO1, nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. Et c'est effectivement le schéma que nous souhaitons reproduire à Dunkerque. Je ne voudrais surtout pas oublier, au-delà des terriens, les usagers de la mer, parce que là aussi, notamment la pêche, fait partie intégrante de ce type de projet. Et les représentants de la pêche sur Dunkerque ont été mobilisés dans le cadre de l'appel d'offres pour rencontrer les porteurs de projets. Et en fait, notre objectif pour chacun de ces projets-là, c'est toujours de définir un projet qui soit compatible avec l'activité de pêche. Sur les projets de l'AO1 et sur les autres projets en France, nous avons vu que cela était possible en prenant en compte dès le départ les contraintes de la pêche. Donc tout cela permet de développer des projets co-construits avec le territoire, qui impliquent les acteurs et qui est une aventure territoriale. Et effectivement, dans le cas de Dunkerque, le territoire s'y prête complètement avec un tissu économique et industriel local déjà très développé. Très bien. Dominique Monniot, peut-être un petit mot là-dessus, sur l'ancrage, le contenu local. Oui, très rapide. Donc, effectivement, je pense que ça fait partie des obligations, je dirais, pour réussir son projet, de s'ancrer localement. Et je dirais qu'on a fait ça en ayant une équipe dédiée aux relations locales. Et pour juste citer un chiffre, on a signé au cours des 2 ans de travail là, pour remettre l'offre une 40aine de lettres d'intention avec de potentiels partenaires en cas de sélection pour la suite. Alors, des lettres d'intention, alors des partenaires aussi bien côté pêche que côté industriel locaux pour participer à la réalisation de ce projet. Donc voilà, je dirais que c'est, même si c'est pas un critère déterminant du cahier des on sait que c'est le prix, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qu'il faut pour bien développer un projet. Oui, Julien Pouget, vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe la parole à Monsieur Simitan là. Juste un mot, juste pour rebondir sur ce qui venait d'être dit. Je pense que c'est plus le fait que ce soit un critère ou pas n'est pas le point fondamental, effectivement, parce qu'on ne peut pas développer des projets industriels de cette taille-là. Et évidemment, la question
maritime est extrêmement importante, la relation avec les pêcheurs, la relation avec le port. On ne peut pas développer des projets de cette dimension-là et de cet impact-là si on ne met pas au cœur de notre projet le territoire avec lequel on veut travailler. Et aussi, il faut lui apporter, je pense, il faut lui apporter quelque chose. C'est ce qu'on fait là où nous sommes implantés. Donc typiquement, là, on a indiqué qu'on développerait une batterie de grande puissance pour stabiliser les réseaux électriques. C'est le type de projet qu'on peut effectivement contribuer dans ce type d'appel d'offres. Très bien, merci, merci Monsieur Pouget. Filippo Simitan, vous êtes le président de Siemens Gamesa Renewables Energy pour la France. Donc vous avez notamment en projet de construire donc deux usines au Havre pour la fabrication. Donc c'est de la 8 MW, 3 parcs à équiper. Là, vous venez de récupérer 2 parcs supplémentaires pour de 7 MW. Et donc, ça doit vous amener notamment à agrandir, je pense, votre projet peut-être au Havre. Et avant de parler de ce contenu et de cet impact sur les territoires, justement, un petit mot quand même sur la compétitivité encore sur de l'éolien. Donc, les éoliennes offshore, elles ont augmenté de puissance, mais est-ce que le mégawatt des éoliennes offshore est devenu moins cher avec l'augmentation de la puissance, ou est-ce que c'est l'augmentation de la puissance des éoliennes qui a fait que l'éolien en mer il est moins cher? Est-ce qu'une éolienne vaut, j'ai entendu, 1 million d'euros le mégawatt? C'est un chiffre qui circule, je ne sais pas si c'est à peu près le bon. Oui. Bonjour à toutes et à tous d'abord, et également très heureux d'être ici parmi vous. Donc la compétitivité de l'éolien offshore et en général de l'éolien, elle est strictement liée à la technologie. Parce que dans un investissement d'un projet éolien, quand on est en éolien offshore, le prix des turbines est à peu près 70%, jusqu'à 80% parfois de prix de CAPEX. Sous l'éolien offshore, on est dans l'ordre de 40%, parce que la partie BOP, autant électrique et civile, est très importante. Mais ça reste tout à fait un facteur déterminant du coût de CAPEX et donc de la profitabilité et du coût de l'énergie et du projet. Et dans cette dynamique, la taille des éoliennes a été le facteur principal, on peut le dire, souvent d'une baisse progressive de la LCE, parce qu'avec plus grande taille, et c'est des lois physiques qui se répètent, on peut produire plus d'électrons, donc plus de mégawattheures, et donc améliorer l'LCE de finale. Mais il est vrai aussi que ce n'est pas le seul élément. Donc d'un côté, la taille a augmenté et va probablement et sûrement continuer à augmenter. Mais on a vu, notamment ces dernières années, l'importance des autres éléments qui jouent dans l'LCE final. Donc à côté de la taille, c'est le coût qui est lié à la taille. Donc on dit big is beautiful, mais cheap is better parfois. Donc, et ces coûts de l'éolienne, il est aussi lié au volume. Donc à l'augmentation du volume du marché mondial qui a permis d'accélérer l'industrialisation, donc la création d'une base de fourniture, en base de sous-traitance plus fiable, plus sûre, à un meilleur coût, qui donc génère au même type de turbine un coût plus bas. Mais aussi, il y a d'autres éléments qui impactent, notamment les relations entre la turbine et les BOP, à la fois sur les fondations, donc toutes les activités qu'on peut faire et sur lesquelles on investit du point de vue d'R&D pour améliorer les impacts sur les fondations, donc réduire les coûts fondation, sur la partie électrique. La partie logistique et installation a été dit justement, c'est très important à la fois pour avoir accès aux moyens d'installation pas chers et disponibles sur les marchés, mais aussi c'est un impact direct sur la durée d'un projet, qui est un facteur important de coût. Aujourd'hui, nous avons un projet qu'on appelle H24, qui était un projet il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une réalité. On installe une éolienne offshore en 24 heures. Donc en 24 heures, l'éolienne est installée, raccordée, commence à produire de l'électricité. Et quand cette année, en 2018, en Europe, dans le monde, on installe 400 éoliennes, ce qui était prévu, et on installe chacune de ces 400 éoliennes en 24 heures, ben vous voyez l'impact direct que ça peut avoir sur la durée d'un projet, et donc sous le coût de CAPEX et le coût de capital final. Et les services, autre élément important, la capacité de faire un service plus efficace, meilleur, dans lequel il y a moins d'intervention sur les machines, sur les turbines, et dans lesquels on peut intégrer tous les savoir-faire digital pour ce qu'on appelle service prédictif, donc aller anticiper ce qui peut être les problèmes sur les éoliennes. Et dans tous ces éléments, il y a un élément clé qui est derrière, qui est l'expérience. Parce qu'il
forcément, dans la logistique, on peut lancer ce type de programme quand on a l'expérience de beaucoup d'éoliennes installées. On peut le faire sur les services quand on a l'expérience d'année à année, une énorme base installée sur lesquelles on travaille. Mais on le fait aussi sur la technologie, donc la capacité dans philosophie qu'on appelle de petits pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution d'éolienne, on amène l'expérience, on amène les track records de cette éolienne avec des pas qui sont incrémentales et qui permettent d'avoir tout de suite une technologie fiable. Et avec cette expérience, cette fiabilité, on a un impact direct sur le coût du capital qui est lié à ce type d'investissement et donc enfin sur le SE. Et aujourd'hui, on en est où? On en est avec une machine de 10 MW qui a été annoncée récemment et qui a importé un parc à 0 bits, ce qu'on appelle, sans subvention. Donc forcément, on pourrait dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est arrivé à la fin, au bout du chemin? Parce qu'on a des projets... Justement, oui. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du chemin de l'augmentation déjà aussi de la puissance des éoliennes? D'un côté, je pense que c'est un signal important parce qu'on montre que la technologie d'aujourd'hui, et pas la technologie future, est une technologie compétitive et aussi compétitive que peut être les prix du marché. Donc on peut aller plus loin, mais on y est. Ça montre aussi que la taille n'est pas les seuls facteurs impactants. Et donc parfois, c'est justement l'équilibre entre la taille, l'expérience des partenaires, donc la fiabilité des technologies, et tout le package, je dirais, d'un projet, mais aussi l'expérience des partenaires. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas là, parce qu'on a l'ambition de pouvoir amener des projets sans subvention dans d'autres sites dans lesquels peut-être les contraintes de puissance de vent sont moins favorables. Donc on veut aller installer aussi dans des types de contraintes, parce qu'on peut aller plus vite, donc avec des éoliennes plus puissantes, le raccordement sera plus vite, et aussi parce qu'on aura moins d'empreintes dans l'espace, donc il y aura aussi un avantage d'acceptabilité. Avec les mêmes 500 MW, 1 gigawatt installé, on aura moins d'éoliennes. Donc il y a un intérêt à poursuivre. Avec une limite, on voit apparaître désormais une limite. Là, il y a des projets aux États-Unis. Ils viennent de mettre 15 millions de dollars, le gouvernement, pour développer des machines au-delà de 15 mégawatts. On peut aller aussi loin que ça. Il n'y a pas de limite dans la puissance des éoliennes? Historiquement, dans notre société, chez Siemens Gamesa, tous ceux qui sont lancés dans des pronostics jusqu'où on peut aller se sont trompés, y compris notre propre CTO qui avait dit on n'ira jamais au-delà de ça, et puis en fait, on y allait. Et dans les 28 dernières années, quand Siemens Gamesa a commencé à travailler dans l'offshore, donc depuis 1991, on a déjà introduit 14 modèles d'éoliennes, à partir de 500 kW jusqu'à aujourd'hui. Et je prends les derniers, donc la 8 MW qui était annoncée en 2017 pour installation 2020, la 10 MW annoncée en 2019 pour installation 2022. Donc on voit aussi qu'il y a un certain rythme dans la progression, mais ces rythmes est lié à... Il y a des éléments qui sont très impactants. D'un côté, la capacité de la filière de suivre ces évolutions techniques, parce qu'il faut avoir les bateaux, il faut avoir toute la logistique, il faut avoir tout l'outillage. Deuxième élément, c'est les contraintes techniques, la R&D, la capacité à avoir toujours les moyens d'investir pour les avancées technologiques, parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, est-ce qu'il y aura les volumes qui justifient finalement de pouvoir suffisamment rapidement rentabiliser une plateforme pour passer à la plateforme suivante? Donc, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur la PPE, et je peux élaborer éventuellement. Les volumes sont clés, pas seulement pour une retombée industrielle, mais c'est aussi pour maintenir cette accélération sur la compétitivité de nos filières. Vous y venez, donc on va aborder ce sujet de la PPE. Juste une question, vous avez donc un projet de 2 usines en construction au Havre. En l'état actuel de la PPE, vous êtes inquiet sur la pérennisation de ces investissements industriels? Effectivement, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, la PPE, c'est un élément clé de planification énergétique pour l'État français et donc forcément de planification industrielle. C'est l'objectif de la PPE, de permettre cette planification et cette visibilité pour les investissements. Donc il est pris en considération. Et aujourd'hui, quand on prend en considération le premier projet des PPE, on est inquiet parce que d'un côté, déjà, la PPE n'a pas toujours été respectée historiquement. Donc, c'est un document qui donne une trajectoire, mais qui n'est pas engageant. Donc, on a salué une volonté de créer un PPE réaliste, qui est annoncée par ce gouvernement, mais ce PPE réaliste qui s'est traduit dans une PPE peu ambitieuse pose un problème. Donc, on l'a déjà dit, on le répète, en France, on a le potentiel et
on a tous les outils pour prétendre au moins 1 gigawatt d'éolien offshore installé par an, ce qui est d'un côté possible en point de vue d'espace de planification maritime. De l'autre côté, il est possible du point de vue budgétaire, parce que Dunkerque, tout le monde le dit, va le confirmer, la baisse de LCE pourra permettre d'utiliser l'enveloppe budgétaire prévue pour plus de mégawatts. Vous avez des assurances que l'enveloppe reste bien dans les énergies marines renouvelables? Il y a plusieurs questions, mais d'un côté, il y a aussi la question de l'équilibre entre flottant et posé qui pèse là-dedans. Mais c'est clair qu'on ne peut pas nier qu'une augmentation de compétitivité génère une opportunité pour augmentation des volumes. Et aujourd'hui, les volumes ne suffisent pas à garantir une pérennité des investissements et notamment une pérennité de l'emploi créé ou en cours de création. Merci, merci Monsieur Simitan. Philippe Navrakala, vous êtes le directeur général délégué de Dillinger France ou Dillinger? Dillinger, c'est ça. Vous produisez sur votre site de Dunkerque 600 000 tonnes d'acier par an et vous employez 600 personnes. Alors, l'éolien en mer, c'est déjà une réalité. On a beau ne pas avoir d'éoliennes au large des côtes françaises, mais c'est déjà une réalité chez vous, puisque vous fabriquez depuis 2010 donc les plaques d'acier qui servent à la réalisation des monopieux, qui sont les fondations sur lesquelles viennent se poser donc les éoliennes. Et depuis votre site de Dunkerque, vous fournissez deux des plus importants fabricants de fondations en Europe. Je ne sais pas si Jace Dixon est arrivé, mais dans les stades de Wind Europe, ce sont les deux premiers. Hein, c'est EEW, c'est un allemand, et le néerlandais, donc SIF. Quelle activité concrètement l'éolien en mer génère-t-il sur votre site de Dunkerque et plus largement, qu'est-ce que ça draine sur le territoire comme activité? Alors tout d'abord, comme vous l'avez dit, Dillinger France, c'est à Dunkerque, hein, donc nous sommes des locaux aujourd'hui. Je vais d'abord me permettre de présenter rapidement notre activité et puis le groupe, puisque le nom de Dillinger ne fait peut-être pas... oh, pardon. Le groupe Dillinger n'est peut-être pas connu éventuellement de l'ensemble de la salle. Donc tout d'abord, notre groupe est un groupe allemand. C'est un groupe sidérurgique allemand d'environ 7500 personnes. Nous sommes un petit groupe sidérurgique, mais qui est le leader dans les plaques, dans les tôles fortes. Et nous sommes principalement donc, acteurs dans les plaques de qualité. Et puis nous sommes le leader en fait sur le marché européen. Concernant maintenant notre production, Dillinger France, vous l'avez dit, c'est 600 000 tonnes pour environ 600 personnes. Notre activité ne génère pas uniquement donc, cette activité en personne. Nous avons également beaucoup de sous-traitance. Nous avons également des volontés aussi de former notre personnel. Et puis, nous avons également des embauches régulières sur notre site. Nous avons un site relativement jeune avec une moyenne d'âge d'une quarantaine d'années. Si vous pouviez mettre le slide suivant. Vous donner donc quelques chiffres sur notre impact en fait territorial. Alors pour revenir maintenant à votre question, que fabrique-t-on? Nous fabriquons de l'acier qui est destiné principalement, mais pas seulement, nous avons également des activités dans tout ce qui est plateforme offshore, mais aussi, on va dire, bateaux qui peuvent poser, notamment les grues, etc., qui peuvent poser les monopieux. Et nous fabriquons principalement l'acier pour les monopieux. 600 000 tonnes, nous avons une activité qui est environ de 18% de notre activité sur ces 600 000 tonnes sont uniquement destinées à ce marché des monopieux. Hein, donc plus de 100 000 tonnes, donc ça correspond à près de 120, 130 éoliennes posées en mer qui viennent uniquement de notre activité. Et nous sommes en fait à la base des fondations finalement de ces éoliennes. Nous avons démarré notre activité pour les éoliennes en 2010. Nous étions également, on va dire, des précurseurs, puisque nous avons pu démarrer sur des plus petites puissances, etc. Et puis la demande, le travail que nous avons aussi et les propositions que nous avons faites à nos clients ont permis également, on va dire, de pouvoir augmenter la taille
de manière très importante aussi les éoliennes, puisqu'il faut des bonnes fondations. Plus les éoliennes sont importantes, plus l'acier doit être épais, plus l'acier doit être aussi important, les monopieux doivent être importants en termes de diamètre. Et nous apportons des solutions qui sont innovantes pour les fabricants, qui sont des tôles les plus grandes et les plus lourdes possibles. On arrive jusqu'à des poids moyens de 30 tonnes, donc moins de soudure, donc plus de facilité. C'est aussi des baisses de coûts pour le producteur. Des tôles également avec des qualités, des caractéristiques mécaniques élevées sur toute l'épaisseur des produits, et donc qui permettent également, donc, mais facilement soudables, donc ce qui permet également des gains pour nos utilisateurs. Et pour réaliser ces fondations, alors juste la photo de gauche, là, Oui. elle est en entier là Non, c'est elle n'est qu'une pas en partie, entier, hein. c'est qu'une C'est partie. Hein. c'est ça. Pour une éolienne de 10 MW, c'est 10 mètres de diamètre. Ce sont des épaisseurs de tôle de 80 à 90 dp sur des longueurs qui vont de 30 à 70 mètres environ de longueur. Donc c'est des poids unitaires, une monopile de 1000 tonnes à 1500 tonnes dans certains cas. Et pour être concurrentiel sur ce marché de la sidérurgie, parce qu'on dit que la sidérurgie, c'est un marché très concurrentiel, il a fallu beaucoup investir, il a fallu développer des savoir-faire particuliers pour aller concurrencer d'autres aciers venus peut-être de pays avec une main-d'œuvre moins chère. Alors bien sûr, nous avons d'abord eu la chance de pouvoir travailler avec notre maison mère qui est allemande. Hein. C'est important aussi en termes de taille de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché français, premièrement. Et puis deuxièmement, nous avons beaucoup investi. Nous avons même transformé en fait notre unité de production. En une dizaine d'années, c'est plus de 120 millions d'euros que nous avons investis sur le site de Dunkerque pour pouvoir augmenter nos capacités, nos capacités, pour pouvoir également produire non seulement l'acier pour les éoliennes d'aujourd'hui, mais déjà même pour celles de demain, donc encore peut-être plus lourdes et plus épaisses. Vous êtes déjà prêt pour la 10 MW de Siemens Gamesa Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, nous espérons également, bien sûr, fabriquer les éoliennes pour Dunkerque, parce que ce serait la moindre des choses en tant que Dunkerquois que nous fabriquions les fondations de nos éoliennes. Ah, les fondations. Pas Je croyais que vous alliez vous lancer dans les nacelles. Non. Et donc, vous avez investi, et pour répondre encore à la baisse des coûts, à la compétitivité de l'éolien en mer, il y a encore des marges de progression sur ce domaine de la compétitivité? On en a encore, mais on va dire un peu de moins en moins, puisque nous poussons toujours nos limites et nous sommes presque au maximum de nos capacités pour pouvoir donner des produits encore plus lourds et qui demandent encore moins de travail finalement à nos clients. Moins de travail à nos clients fait aussi des baisses de coûts derrière. Donc on est quand même sur des limites actuellement en termes de compétitivité qui sont très, très élevées déjà. Très bien. Dernière question. Oui. Ces fondations, elles partent comment Elles partent sur des bateaux spécialisés. Ensuite, donc depuis le port de Dunkerque? Donc nous, nos produits partent tous du port de Dunkerque pour rejoindre nos clients. D'accord, très bien, merci. C'était pour me faire ma transition avec Daniel Descott. Vous êtes Daniel Descott, vous êtes le directeur commercial et membre du directoire donc, du port de Dunkerque. Alors pour situer le port, vous êtes à la 9e place du range Nord Europe, et vous avez réalisé plus de 50 millions de tonnes l'an dernier, avec une augmentation donc de 3% par rapport à 2017. Et 3e port français pour le conteneur, derrière Le Havre et Marseille. Alors, je ne sais pas si je le mets dans le bon ordre, mais c'est... Pardon ? C'est dans le bon ordre. C'est dans le bon ordre. Pour le conteneur, avec près d'un demi-million de VP, donc d'équivalent 20 pieds manutentionnés. Et vous trouvez donc dans le trafic de conteneurs un des moteurs de votre croissance. Alors, le port de Dunkerque, c'est déjà aujourd'hui une plateforme énergétique. Et quels sont aujourd'hui justement ces trafics liés à l'énergie que vous accueillez sur le port, et que représente-t-il en termes d'activité?
Bien, bonjour à toutes et à tous et ravi d'accueillir à Dunkerque ces assises après les assises des économies de la mer, après il y a quelques semaines le CIMER, hein, le comité interministériel de la mer. Aujourd'hui ces assises. Le port de Dunkerque c'est un port industriel, on ne se le cache pas, on en est très fiers. C'est une grande plateforme industrielle majeure en France. C'est la première plateforme énergétique française avec quelques chiffres à rappeler. Peut-être une capacité de production électrique conventionnelle et décarbonée de 5400 MW. Une centrale électrique qui produit près de 800 MW en cycle combiné et en récupérant notamment les gaz des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. Et puis plus récemment, la mise en service du terminal méthanier au port ouest, qui est le plus récent et l'un des plus importants terminaux méthaniers en France, qui, avec 3 cuves de 190 000 m3 et une capacité de regazéification de l'ordre de 13 gigamètres cubes. Mais outre la production d'énergie, le port de Dunkerque contribue à son niveau en tant que facilitateur à la réduction des émissions polluantes. Nous mettons en place et nous allons inaugurer bientôt le branchement à quai navire, le cold ironing. Nous serons le premier terminal conteneur en Europe à pouvoir alimenter les navires porte-conteneurs grâce à cette technique d'alimentation à quai. Dans le but d'anticiper également l'entrée en vigueur de la convention Marpol dès le 1er janvier 2020, eh bien nous poursuivons et nous accompagnons 2 projets d'avitaillement GNL, donc d'avitaillement GNL en truck to ship dans un premier temps et dans un deuxième temps, accompagner l'avitaillement GNL pour du ship to ship. D'autres axes de travail sur lesquels, récemment, nous travaillons avec H2V, production d'hydrogène vert à Dunkerque, pour un grand projet qui prévoit une production de 28 000 tonnes par an. On pourrait ajouter à cela un investissement d'1 milliard d'euros avec le Britannic Green Link, un interconnecteur électrique entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Et puis plus récemment, pas plus tard qu'hier, nous avons également accompagné, avec la signature de 3 partenaires, la mise en place des ESI, les Environmental Ship Index, pour accompagner et favoriser les escales de navires propres, que ce soit auprès des affréteurs, des industriels, des compagnies maritimes. Et avec les 3 premiers signataires hier, ArcelorMittal, l'opérateur ferry DFDS Seaways, et puis Liberty House, le repreneur d'aluminium de Dunkerque. Patrice Vergrit le disait tout à l'heure lors de son discours, c'est le territoire qui est venu chercher, qui a porté le projet du parc éolien en mer de Dunkerque. Et il citait le port de Dunkerque, justement, qui était allé, je ne sais pas, faire le siège du ministère pour l'avoir. Et concrètement, quel travail le port a-t-il mené pour l'arrivée de ce futur parc éolien en mer ? Je pense que Patrice Vergrit l'a bien illustré tout à l'heure. Je pense que l'une des caractéristiques de Dunkerque, peut-être due à son esprit, ce fameux esprit de Dunkerque et sa capacité à rebondir face à l'adversité. C'est un territoire qui en a connu des épisodes un peu houleux. Nous sommes sur un territoire où le port et le territoire ne font qu'un, véritablement. Et Patrice Vergrit l'a dit tout à l'heure, il est vice-président du conseil de surveillance du port. Le port de Dunkerque reste un port d'État, mais le territoire y est très impliqué. Et donc c'est une aventure qui a commencé il y a une dizaine d'années. Le port de Dunkerque, la communauté urbaine de Dunkerque et ses décideurs, l'agence de développement économique local Dunkerque Promotion, eh bien, nous avons rassemblé des éléments nous permettant, en tant que plateforme industrielle, d'aller se positionner sur ce développement de l'éolien offshore. Avec une première aventure en 2012, si ma mémoire est bonne, avec Vestas. Nous avons été, je pense, l'un des premiers ports français à, non pas assembler, mais à charger des éoliennes ici à Dunkerque, au port est de Dunkerque, pour un parc éolien au large de Ramsgate. Donc voilà, il fallait réunir les conditions. Dunkerque pouvait les réunir, ces conditions, que ce soit par ses accès nautiques, ses terminaux, ses plateformes, son savoir-faire en matière de breakbulk, même si c'est une activité qui est en fort tassement, pas simplement Dunkerque, mais dans l'ensemble des ports européens.
Et que ce soit les colis lourds, que ce soit les projets industriels ou le conventionnel, le break-bulk, il y a ce véritable savoir-faire et nous souhaitions pouvoir accompagner la filière de l'éolien. Et concrètement, quelles retombées vous attendez du projet de Dunkerque au moment de la construction peut-être et par la suite sur les 20 années d'exploitation qui vont suivre? Je pense que, comme beaucoup ici, on aurait bien aimé connaître le lauréat et entamer des discussions qui seront des discussions extrêmement intéressantes pour le port. Les retombées sont... Bon, on pense tout de suite aux retombées en termes d'emploi, emploi direct et emploi indirect et induit. Nous savons par expérience que l'activité industrielle portuaire génère de l'emploi et de la valeur ajoutée. Donc ce sont vraiment les deux sujets que nous poursuivons. En termes d'emploi direct, on parle de... je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain, mais 50, 100 équivalents temps plein, notamment pendant la période d'assemblage, la période de transport. Ce sur quoi nous avons mis l'accent, et je pense que l'ensemble des lauréats l'ont bien, les lauréats, pardon, des candidats l'ont mis en avant, c'est la filière de la maintenance. S'il y a bien une filière que l'on veut garder ici, à Dunkerque, c'est la maintenance. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de reconsidérer certaines filières dont il a été fait état tout à l'heure, la filière de la pêche. Et on a, et vous l'avez remarqué, je pense, l'ensemble des candidats a pu le remarquer, l'accompagnement des professions maritimes et portuaires sur ce dossier. Donc, en termes de valeur ajoutée, encore difficile à chiffrer. Je pense qu'il faudra encore quelques temps avant de chiffrer exactement les retombées en matière de valeur ajoutée pour le territoire. Mais rappelons, le port de Dunkerque, c'est le premier pourvoyeur de valeur ajoutée de la région du Hauts-de-France. Les retombées sont importantes et on a eu une intervention de la région tout à l'heure. Il n'y a pas de grande région sans grand port. Le port de Dunkerque, c'est le port naturel overseas de la région. Et il s'agit de continuer à développer notre savoir-faire, nos filières d'expertise, et notamment en matière industrielle. Très bien, merci Monsieur Descotte. Filippo Simitan, il y avait sur les retombées sur le territoire, il y a une chose qu'on vous demande beaucoup, je sais, mais voilà, vous avez en projet deux usines, c'est pas tous les jours que ce genre de projet arrive. Donc, en termes de retombées sur le Havre, sur le territoire, et peut-être plus largement en France, est-ce qu'il y a une chaîne d'approvisionnement que vous êtes en train de créer en France pour les nacelles, pour les pales qui seront construites là-bas? Oui, donc alors, on porte ces projets d'une usine, parce que c'est un complexe industriel dans lequel il y a plusieurs lignes de production, de nacelles et de pales, et dans un projet qui est en cours de développement avec un permis une demande de permis construire et une demande d'autorisation environnementale qui ont été déposées, donc qui sont en train d'être évalués par l'administration publique. Et c'est un projet qui a forcément vocation à avoir des retombées économiques importantes, tout d'abord au Havre. Donc on parle souvent, a été confirmé, les 750 emplois directs et indirects. On ne compte pas les emplois induits parce qu'il y a des ratios, mais on a par exemple des références sur ce qu'on a pu constater dans d'autres installations comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, qu'on peut utiliser. Il y a aussi une opportunité pour les territoires d'une transition industrielle, une reconversion de l'emploi lié à une certaine production énergétique carbonée vers une énergie décarbonée a été annoncé par le ministre de la Transition écologique solidaire, le souhait de fermer la centrale à charbon d'Ouavre. Donc c'est une opportunité pour les territoires, au-delà de la création d'emplois. Et puis c'est forcément une opportunité pour une retombée économique liée à la construction, donc toutes les entreprises qui travaillent dans le bâtiment, et tout ce qui est service, tout ce qui est logistique, tout ce qui peut être généré autour d'une usine qui tourne. Et ça, c'est vrai sur les bassins havrais. Mais il y a un aspect national. Ça reste un projet phare d'industrie bas carbone, donc d'industrie renouvelable, si on peut l'appeler comme ça, pour la France. Donc, qui est aussi un symbole de cet ancrage industriel que la France veut donner avec une PPE qu'on l'espère ambitieuse et qui peut justifier une retombée économique directe, et dans laquelle plusieurs acteurs et plusieurs éléments économiques du tissu local vont bénéficier de ce qui est la chaîne de sous-traitance, auquel on offre une opportunité de rejoindre notre chaîne de sous-traitance européenne et mondiale
donc un processus de sélection et de qualification qui sera franco-français, mais qui sera selon les mêmes standards qu'on a partout dans le monde, parce qu'on veut donner une opportunité aux entreprises françaises qui travaillent avec nous de ne pas travailler que pour l'usine française, mais travailler pour les tissus et pour l'ensemble de nos usines à niveau mondial, ce qu'on fait déjà d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de supply chain offshore française comme quelque chose à construire. Oui, il y a les usines Alstom-LG qui existent, mais il y a aussi un nombre de sous-traitants qui travaillent déjà avec Siemens Gamesa, qui n'a pas d'usine d'assemblage, mais qui achètent en France pour installer des pièces, soit dans nos usines de Pâle, soit dans des éoliennes au Royaume-Uni, en Allemagne. Donc tout ça, ça va forcément accélérer à la condition que les tissus industriels soient au rendez-vous en termes de compétitivité, en termes de performance. Parce que ce qui nous demandent nos clients, c'est un produit fiable, un produit compétitif. Et donc nous, on demande la même chose à nos partenaires, à nos sous-traitants, pour qu'ils nous accompagnent à relever ces défis importants, parce que c'est un défi qui est la clé aussi du développement et de la réussite de cette filière à long terme. On parle justement là de la compétitivité. Dominique Munoz, sur la compétitivité, on peut aller plus loin encore, descendre les prix, sortir du zéro bid et garder un ancrage sur les territoires où il y a un moment où il va falloir faire attention à ce qu'on n'aille pas chercher trop de compétitivité et qu'on délocalise une partie de la production et ça ne rapporte plus sur les territoires, il n'y a plus cette valeur ajoutée sur les territoires. Alors, déjà, un premier point, on parle donc, on vient de dire qu'on a réussi à faire baisser les coûts de l'éolien en mer sans subvention, moins de 50 €. Et tout ça, on a réussi à le faire en faisant du contenu local au niveau Europe. Donc, c'est quand même un vrai succès dont il faut se réjouir au niveau de l'Europe, qui aujourd'hui, on peut le dire, leader sur le segment éolien en mer, avec 80% de parts de marché, et qui maintenant le récolte avec les nouvelles zones qui sont en train de se développer en Asie et en Amérique. Donc voilà, on a su baisser les coûts en continuant à se sourcer localement, donc y compris en France, puisque on voit qu'on a des industriels qui sont déjà positionnés pour fournir des parcs en Europe du Nord. Et donc voilà, je pense qu'on peut baisser. Enfin, on voit que les coûts ont baissé et continuent à baisser. On voit même qu'il y a des enchères maintenant pour avoir le droit de développer un site dans certains pays. Aux États-Unis, ils font fureur, voilà, c'est 125 millions c'est de dollars la zone. Voilà. Ça fait, ouais. Donc, bon, on voit aussi que personne ne sait dire exactement quel sera le prix de marché dans 10 ans, mais les systèmes de complément de rémunération font que finalement, pour l'État, ça peut être une opération bénéficiaire sur la durée du contrat. Avec le complément de rémunération, on peut être amené à rembourser le surplus par rapport au marché assez rapidement. C'est prévu ce point-là, c'est-à-dire qu'on est au prix du marché et après il y a un remboursement si par cas le marché vous vendez l'électricité plus cher. C'est le principe du complément de rémunération qui est en vigueur. Mais on rentre dans la technique un peu sur le. Oui, mais c'est intéressant de savoir si l'argent public va retourner dans les caisses de l'État si par cas le marché est plus cher que le. Oui, enfin le principe du complément de rémunération, c'est que si le marché est au-dessus du prix que vous avez proposé, le surplus que nous captons, puisqu'on va vendre notre énergie quand même sur le marché, on le rend à l'État. De la même façon que si le marché est en dessous, on est aidé par l'État pour faire la différence. Et alors comment vous avez réussi à calculer votre prix du marché là ? Ça doit être très intéressant de savoir ça. Sur 20 ans, ça doit... C'est très intéressant, mais je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Chacun, là, on rentre dans des choses trop détaillées. Mais voilà, je voulais juste citer par rapport à la question initiale, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Plus loin dans la compétitivité, on doit pouvoir aller plus loin, mais je pense qu'il ne faut pas aller non plus trop loin, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. On voit que les Asiatiques, notamment, commencent à attaquer le marché. Et il faut qu'on soit innovant pour garder de l'avance sur les produits. On pourra peut-être, en tant qu'industriel, acheter des produits un peu plus chers, mais s'ils sont plus performants et plus fiables, on continuera à baisser les prix, donc la qualité. Et puis, comme ça se fait partout dans le monde, et c'est le sens du contrat stratégique de filière celui nouveau système énergétique là, dont vous avez piloté, étiez dans le...
qui englobe, Pilotage. qui englobe toutes les filières dites des nouveaux systèmes énergétiques, donc qui vont à la fois du stockage à la production d'énergie décarbonée et renouvelable, au transport, à la distribution des réseaux d'énergie au sens large, chaleur, électricité. Il y a des objectifs chiffrés pour l'éolien en mer dans ce contrat stratégique de filière. C'est une pré-PPE ou pas du tout? Alors ça se veut le pendant industriel de la PPE, c'est-à-dire Ouais. que la PPE, on l'attend, hein, comme tout le monde, on espère qu'elle va être révisée à la hausse. Elle englobe toutes sortes d'énergie, comme vous le savez, et ce contrat stratégique de filière nouveau système énergétique, il englobe également donc l'efficacité. On pense que toutes ces énergies et toutes ces nouvelles solutions qui existent sont complémentaires, et il est nécessaire de les déployer de façon coordonnée et structurée, pour mettre en œuvre la transition ou la révolution énergétique attendue pour respecter les engagements. Il n'y a pas d'engagement concret donc. Il n'y a Il y pas a des un actions, mégawatt, il y a des un gigawatt. actions, il y a Si. des actions. Il D'accord. n'y a pas l'engagement concret du fameux D'accord. gigawatt par an qu'on appelle de nos voeux, mais D'accord. on garde espoir. Il y a la volonté d'aller plus vite, de déployer les projets plus facilement, de suivre le contenu local. Donc ça, c'est pour toutes les filières, et ça rejoint l'objet de la table ronde. Et là aussi, pour répondre à la question, est-ce que il faudra quand même à un moment que le prix, on peut les faire baisser beaucoup, mais il faut aussi ne pas être naïf et ça va aussi protéger les industries européennes sur ce marché. C'est ce que disait M. Navrakala, comme quoi vous étiez arrivé quand même à un niveau où il faut quand même maintenir des prix. Toute la difficulté pour nous, c'est d'abord non seulement faire un investissement, donc nous ne travaillons pas, nous travaillons également sur des investissements pour pouvoir faire, par exemple pour nous, l'acier de demain. Donc les investissements sont lourds, il faut aussi qu'on puisse garantir des choses sur une filière qui soit régulière. On arrive aussi à des contraintes qui arrivent presque à leur maximum, et il ne faut pas non plus céder tout bêtement à une notion de prix pur et dur. Sinon, derrière, on se retrouve face à du marché, on va dire, low cost qu'on peut avoir partout, avec des risques qui seront pris par les fabricants pour avoir du moins cher, et puis nous qui ne pourrons plus non plus innover. On ne pourra plus innover, on ne pourra plus investir, parce que derrière, on n'aura plus non plus le retour sur notre investissement. Maître Buffon, peut-être le risque. Monsieur Pouget, oui. Non, je voulais juste rebondir là-dessus pour dire que je pense que c'est un point extrêmement important, parce qu'on l'a vu dans le solaire, où effectivement les prix sont partis de manière très brutale à la baisse et continuent de baisser brutalement. L'an dernier, en quelques jours, je pense, on peut dire que les prix ont perdu 20 à 30% sur les panneaux solaires. Effectivement, une industrie qui est partiellement née en Europe, l'industrie de la fabrication de panneaux solaires, en tout cas qui a été largement développée en termes de R&D en Europe, s'est vue totalement balayée. On sait ça parce qu'on est dans la fabrication de panneaux solaires. EDF est aussi dans la fabrication de panneaux solaires, et je pense qu'on pourra témoigner du fait que c'est un métier délicat. Et je pense que précisément du fait des politiques publiques qui ont été menées, du fait de l'engagement des acteurs industriels et développeurs de projets, la filière éolienne, et en particulier la filière éolienne maritime, a su aujourd'hui préserver un ancrage industriel fort en Europe. L'exemple évidemment des fabricants, mais aussi d'Illinger. Enfin, bon, évidemment, il y a un sujet de proximité avec le territoire qui est important, hein, mais ça, il faut le garder. Et donc, il faut faire attention à ne pas plonger totalement dans des niveaux de prix qui peuvent avoir un sens si on pousse tout au maximum, mais qui peuvent se faire au détriment d'une filière industrielle, et qui peuvent aussi se faire au détriment de la qualité de la relation avec le territoire. Si le développeur n'a pas la capacité, si le sponsor, le consortium en charge des projets n'a pas la capacité de faire l'accompagnement du territoire, je pense qu'il part mal pour la réalisation de son projet. Et donc on aura soit des projets qui mettront beaucoup de temps à se développer, voire ne pourront pas se développer du tout, soit une situation en tout cas dégradée. Et donc je pense que c'est un élément auquel il faut alors c'est un peu notre responsabilité aussi quand on fait nos prix, hein, mais voilà, c'est un des éléments dont il faut tenir compte. Béatrice Buffon, vous vouliez dire un mot là-dessus? Oui, en complément, effectivement, le gros avantage de la filière éolienne en mer, c'est qu'elle est innovante et créatrice d'emplois sur le territoire. Et avec l'ensemble des premiers projets développés depuis maintenant plus de 7 ans, je pense qu'on va démontrer qu'on tient nos promesses. On attend environ 15 000 emplois créés sur le territoire français liés à ces 6 projets.
l'appel d'offres de Dunkerque et ceux qu'on appelle de nos voeux dans la foulée, qu'on fait la discussion sur la PPE, vont permettre de les pérenniser et d'aller plus loin. Il y a là-dessus un savoir-faire qui est effectivement très européen aujourd'hui. On a eu des débats sur les précédents appels d'offres sur les prix. Il n'empêche qu'ils ont permis d'asseoir une filière industrielle en France, on l'a évoqué largement, de faire les investissements nécessaires. Cela a un coût, mais cela a un bénéfice très fort pour la suite, puisqu'on s'inscrit dans une filière compétitive qui a su se développer sur le territoire. Donc c'est une chance, mettons-le en avant. On a su le faire, on a su moins bien le faire pour l'éolien terrestre, encore moins bien pour le solaire. Et là, c'est une chance pour l'éolien en mer. Donc c'est à nous maintenant de l'accomplir. Et encore une fois, effectivement, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'acteur sur le territoire de tenir nos promesses, et notamment en termes d'emploi. Donc, on l'a dit, hein, l'expérience sur les projets a montré qu'on est capable de créer des emplois à chaque fois que l'on s'implante sur des territoires. On le fera pour Dunkerque, on le fera pour les appels d'offres à venir. Donc tout ça maintenant est à mettre en musique dans le cadre de la PPE. Juste, et on terminera peut-être. Vous vouliez rajouter, Monsieur Simitan? Oui, oui, je vous en prie. C'est un sujet qui nous touche beaucoup quand on parle d'ancrage industriel local et d'engagement pris ou pas pris ou à prendre. Aujourd'hui, si on regarde la chaîne d'approvisionnement de nos usines, donc de l'industrie de l'éolien en mer, la globalisation de cette chaîne d'approvisionnement est une nécessité en réalité. De faire de 100% local, aujourd'hui, on n'est pas capable, ce n'est pas possible pour simplement une prise en compte d'un élément global qui est celui du développement, de la compétitivité, du coût de la main-d'œuvre, aussi de la propriété intellectuelle. Donc, il y a une prise de conscience que du 100% local n'est pas possible. Et il y a une tentation forte de compenser cette demande de baisse des coûts et baisse des prix avec une délocalisation de la production. Mais on voit aujourd'hui que de la production locale pour l'éolien en mer est possible en Europe, près des projets, près des parcs, près des volumes, du moment où il y a ces volumes. Donc on aura toujours intérêt à faire de l'industrie près des territoires, donc ancré dans les territoires, parce que c'est des projets de taille, donc je rejoins ce qui a été dit, l'ancrage est important, mais on doit le faire en respectant certaines conditions. D'un côté, c'est la visibilité et les volumes, parce que sans ces volumes, cet ancrage industriel ne sera pas un ancrage industriel compétitif et pérenne. Il y a la nécessité que les tissus industriels autour du donneur d'ordre éolien soient capables, soient au rendez-vous, donc que l'ensemble de la supply chain soit compétitive localement, qu'il y ait un accompagnement d'acteurs publics-privés, et je pense aux ports notamment, j'en profite parce qu'il y a des ports à côté, qui accompagnent aussi cette compétitivité, parce que quand on a une industrie, une usine ancrée dans un territoire, cette usine doit travailler, donc on doit pouvoir travailler avec des ports, doit pouvoir faire de l'import, faire de l'export, pouvoir avoir toute une chaîne de sous-traitance qui soit au rendez-vous, et aussi qu'une fois tout ça mis en place, qui est le cas aujourd'hui, qu'elle soit valorisée. Et du moment où on a ces éléments-là, il y aura de la production locale. Mais dès qu'il y a un de ces éléments, et notamment l'élément volume, n'est pas au rendez-vous, où il n'y a pas de visibilité, forcément la tentation est forte de répondre à la pression des prix par une délocalisation. Très bien. Bon, mais je vois l'heure qui tourne. Nous avons un message du ministre qui doit être projeté juste après cette table ronde. Donc je vous demande d'applaudir tout le monde qui a participé à cette table ronde.